crochu. 1+1 égale nous. C'est notre rendez-vous hebdomadaire sur Rhône FM. Chaque mercredi, durant 1 heure, Christiane Chipola, conseillère conjugale et coordinatrice du site valleyfamily.ch, vous offre ses conseils. Cette émission, aujourd'hui, est consacrée à la communication non violente. Ça, c'est le thème de ce jour, entre 9h30 et 10h30. Christiane, bonjour. Bonjour. Philippe Beck est votre invité ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour. Christiane, je vous laisse présenter votre invité. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui vient du canton de Vaud, pour une fois, et je souhaite la bienvenue. C'est quelqu'un qui est passionné de formation d'adultes, formation au savoir-faire, au savoir-être, et coach, médiateur et passionné par la communication. Et il s'exerce tous les jours à la communication non violente, ce qui n'est pas une petite affaire. Philippe Beck, quelles sont vos spécialisations ? J'aimerais déjà dire que j'aime beaucoup cette introduction. C'est vrai que c'est quelque chose à exercer tous les jours. Alors moi, je travaille essentiellement en tant que formateur d'adultes sur tout ce qui tourne autour du conflit. Gérer les conflits, donc beaucoup, évidemment, la communication, puisque si vous voulez gérer ou résoudre un conflit, il va bien falloir passer par les mots, par le vocabulaire. On n'a jamais rien inventé de mieux et de plus précis. Alors, la communication non violente, on va en parler en détail durant 1 heure dans cette émission. 1+1 égale nous démarre maintenant. Bienvenue. 1+1 égale nous. Une émission aujourd'hui consacrée à la communication non violente. Ça, c'est le thème de ce jour durant 1 heure jusqu'à 10h30 avec Christiane Chipola et son invité Philippe Beck. Alors, peut-être première question à vous poser, Philippe. Dans quel état d'esprit, face à soi et face aux autres, on doit se positionner justement pour communiquer, pour que la communication soit la meilleure, soit bonne ? Alors, ce qu'on appelle la communication non violente, c'est une des méthodes de communication. Elle est due à un monsieur juif américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui a écrit des tas de bouquins bien connus, notamment aux éditions Jouvence. Et lui, il définit l'état d'esprit de la communication non violente comme ceci. Il dit, regarde, interroge-toi sur ce qui est vivant en toi et demande-toi ce qui pourrait être amélioré. Et demande éventuellement à l'autre ce qui pourrait contribuer à améliorer la beauté de ta vie. Et j'aime beaucoup ça, parler de vie, parler de lien avec nous-mêmes, parler de lien avec autrui. Et finalement, je crois que si on a à cœur de garder ce lien avec nous-mêmes en permanence et de garder le lien dans la mesure où on le souhaite avec les gens autour de nous, les techniques, si vous voulez, de communication non violente viennent en su, mais l'essentiel est là, dans cet état d'esprit. Alors, dans cet état d'esprit, justement, de quelle manière se positionner ? Alors, la communication non violente propose 4 étapes. On va d'abord dire peut-être 3 modes. Je viendrai aux 4 étapes tout à l'heure. 3 modes. Le premier mode, c'est de s'écouter soi-même. Particulièrement, on y reviendra lorsqu'il y a tension, lorsque la communication n'est pas toute facile, toute fluide. Qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on a de la peine à écouter l'autre parce qu'on est ému. Et lorsqu'on lui parle, ça passe pas parce que l'autre est ému aussi. Mais ça, c'est dans un état de conflit, c'est ça ? Alors, dans un état de conflit, de tension, etc. Donc, travaillant beaucoup sur les conflits, c'est vrai que je donne peut-être beaucoup d'importance à ça, mais je crois qu'on ne s'écoutera soi-même jamais assez. C'est pas une histoire de nombrilisme, c'est une histoire d'être en lien avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a des émotions ? Est-ce que je fonctionne bien sans histoire ? Ou est-ce que je commence d'avoir un début de quelque chose, que ce soit colère, tristesse, joie, amour, peu importe. Et à ce moment-là, savoir ce qu'on en fait. Sachant que ça, c'est une intuition de la psychologie humaniste qui a été avérée et démontrée par les sciences cognitives depuis, les neurosciences. Derrière toute émotion, tout sentiment, il y a un besoin. Les émotions sont des énergies montées en nous pour nous amener à prendre soin de nos besoins. Donc, lorsqu'il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et lorsqu'il y a une émotion dite négative, désagréable, c'est fatalement qu'il y a un besoin insatisfait derrière. Donc, arriver à constater ce qui se passe, c'est le premier temps de cette dite communication non violente. Constater ce qu'on observe de manière vraiment factuelle, relever comment on se sent, relever, et c'est pas facile, quel est le besoin qui cause ce ressenti en nous, et dernier temps de la valse à 4 temps, mon Dieu, dernier temps, faire une demande à l'autre, expliciter à l'autre ce qu'on souhaiterait qu'il fasse, qu'il fît en bon français, pour venir au devant ou répondre quelque part à notre besoin. Voilà, là je le dis sous la forme de l'expression, on pourrait décliner les mêmes 4 étapes pour ce qui est de s'écouter soi-même, et évidemment pour ce qui est d'écouter l'autre, entendre derrière des propos parfois houleux, désagréables, tendus, tout ce que vous voulez, une observation, un sentiment, un besoin et peut-être une demande à notre égard. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause musicale. On va se retrouver dans 3 minutes. Et justement, après avoir été en accord avec soi-même et en accord avec l'autre, on va justement passer aux 4 temps de la communication. 1+1 égale nous.
La communication non violente, c'est le thème de ce jour sur ONFM jusqu'à 10h30. Christiane Chipola est votre invitée. Christiane, aujourd'hui, le médiateur et coach Philippe Beck. Christiane, vous vouliez ajouter... Monsieur Beck a introduit la communication non violente en mettant qu'il y avait un état d'esprit. Et parfois, quand on a un conflit ou qu'on a un conflit avec soi-même ou on a envie de communiquer, des fois on est très pressé de parler à l'autre. Et puis, je crois que j'ai ressenti que c'était important justement de s'écouter soi-même, prendre le temps. Donc peut-être ça vaut la peine, avant de faire une grande discussion ou bien peut-être avant de prendre une grande décision, d'aller justement faire une petite valse à 4 temps dans la forêt de notre vallée et puis d'aller prendre contact avec nos besoins, nos émotions, etc. Ne pas se presser pour vraiment que la relation soit gardée avec nous-mêmes, parce que quand on est complètement pris dans les émotions, on est déjà coupé de nous-mêmes, de nos besoins, de nos idées, on est complètement déconnecté au niveau du cerveau. Donc surtout, ne soyons pas pressés. Oui, je peux qu'abonder avec ce que vous dites. On a tendance à se précipiter dans l'action et entre autres à dire. Je donne notamment des cours à des étudiants en travail social. J'ai constaté, les premières fois que je donnais ces cours, tendance à réduire la communication non violente à comment je fais passer la pilule difficile. Comment je dis à un résident, un usager, un client, ce qu'il aurait envie de ne pas entendre. Alors qu'il y a un proverbe que j'adore toujours citer, un proverbe paraît-il persan qui disait « Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles ». Et on veut toujours faire le contraire. Alors moi je dis, commencer par s'écouter et peut-être, pourquoi pas aller dans les bois, pourquoi pas prendre ce temps de silence avec nous-mêmes pour faire le point, pour pas être à côté de nos vrais besoins. Puis décider s'il est temps d'écouter l'autre, ce qui est généralement le cas, ça lui permettra à son tour peut-être avoir envie de nous écouter et à la fin s'exprimer. Et ça peut prendre du temps et ça peut prendre plusieurs allers et retours. Il faut de la patience. La communication non violente est un outil magique, mais pas une formule magique. C'est quelque chose qui demande à se pratiquer, à se cultiver. Quand j'ai commencé, c'était il y a à peu près 25 ans et j'avais tendance à dire en guise de boutade aux gens auprès de qui je donnais des cours, c'est les 20 premières années les plus difficiles. Et je constate que ça fait bien plus de 20 ans que j'en fais et qu'il y a toujours des moments, demander à ma femme, où c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai envie de dire aux gens, patience, si ça marche pas du premier coup, ça fait rien, ça marchera au 1000e. C'est ça, puis prendre aussi conflit il y a, en prendre justement conscience, et conscience c'est également de la personne qui est en face de nous. Et j'ai envie de dire aussi, s'exercer à la communication non violente hors des conflits, parce que finalement les conflits c'est des moments à haut niveau d'émotion, et c'est les moments où c'est le plus difficile d'être vraiment en pleine conscience de nous-mêmes. On peut faire de la communication non violente tout le temps, même dans les moments de silence, même quand on est seul, on peut se demander régulièrement comment je vais, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui est vivant en moi. Et qu'est-ce qu'on sent de vivant chez l'autre si on n'est pas tout seul. Et je crois que c'est inutile de vouloir avoir des relations, comment il faut dire, trop spontanées ou sans aucun soin, et se mettre à prendre un ton, communication non violente, juste quand ça va pas, quand on est en gros conflit. Non, c'est quelque chose qui s'exerce dans le quotidien d'une relation. Alors moi, ce que je disais, justement, de prendre le temps, ça nous permet aussi peut-être d'aller visiter les fêtes exactes qui se sont passées. Moi, j'aime bien quand je reçois un couple, au lieu que j'entende « ça va plus, c'est horrible, on veut se quitter », etc. Des choses aussi massives que ça, qui n'apportent en fait rien à la relation, qui dramatisent, qui rend complètement désespéré. Et ça, c'est peut-être un chaos émotionnel de la part des deux. Oui, c'est un chaos émotionnel, mais parfois, justement, on peut en sortir en prenant une situation. Voilà, l'autre soir, on était en train de faire la cuisine ensemble. Ça s'est passé comme ceci, comme cela. Moi, j'avais commencé, tu es arrivé, tu t'es mis au milieu, etc. Et puis, en fait, j'avais le projet de faire ça. Et puis, j'avais des émotions telles et telles en faisant ça. Et puis, voilà, après, j'avais le besoin peut-être de t'offrir quelque chose. Et puis là, tout ça a éclaté. Et puis, j'aimerais recommencer comme il faut, par exemple. Ben voilà, ça permet justement de passer des étapes et puis d'être beaucoup plus précis. Et je disais, si on s'exerce par petites touches, eh bien, c'est plus facile. Et puis l'autre, il a des repères. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Quand on est trop massif, je dirais que c'est génial parce qu'on dit que c'est dramatique, et des fois il faut le dire, mais on n'arrive pas à résoudre le problème. On ne communique pas, en fait. Alors, on va justement prendre connaissance et conscience de ces étapes. On va se retrouver dans quelques minutes. On va marquer une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. 1 + 1 = nous.
La communication non violente, c'est le thème de ce jour jusqu'à 10h30 sur On FM. Et juste avant de prendre connaissance du Flash Info, on va entrer dans le détail, si vous le voulez bien, avec votre invité Philippe Beck, Christiane. On va entrer dans les détails en ce qui concerne les émotions et les besoins de chaque individu. Alors, la communication non violente propose, une fois qu'on a décrit à l'autre ce dont il s'agit, si je reprends l'exemple de Christiane tout à l'heure, lorsqu'on était à la cuisine ensemble et que tu as fait telle chose et qu'il s'est passé ceci, cela, sans mot de jugement, de dire ce que ça nous fait, et ce que ça nous fait en termes d'émotions ou de sentiments. Alors, les livres de communication non violente ne distinguent guère les deux choses. Moi, je le fais d'habitude. Une émotion, c'est purement biologique. C'est tous les degrés de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, bien sûr. Certains ajoutent du dégoût, de la surprise. Les sentiments, c'est beaucoup plus varié. Ça peut mêler des émotions, ça peut mêler aussi une émotion à du mental. Si je dis que je me sens déçu, ça veut dire que j'ai de la tristesse, peut-être un peu de colère aussi envers moi-même, liée à une pensée que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, par exemple. Donc voilà, tout ça est extrêmement riche. Par contre, c'est terrible, nous avons tellement peu l'habitude de parler de nos sentiments que j'entends dans les cours que je donne, ou tout simplement autour de moi, des foules de mots qui ne sont pas de sentiments. Je me sens incompétent. Ça veut dire quoi ? On peut se sentir fâché, on peut se sentir triste, on peut se sentir inquiet lorsqu'on est incompétent, mais la compétence n'est pas un sentiment, pas plus que l'incompétence. De même, je me sens impuissant, je me sens incompris. Ce sont des mots, alors c'est intéressant parce que ce sont des faux mots de sentiments, mais des vrais mots de besoins. Nos besoins se révèlent à nous généralement par leur frustration. Vous entendez rarement dire « j'ai besoin de nourriture », on dit « j'ai faim », on n'entend pas dire « j'ai besoin de plus de chaleur », on entend « j'ai froid ». Et dire « je me sens incompétent », c'est dire « je me sens pas bien », reste à savoir comment, parce que j'ai besoin de plus de compétences. Je me sens impuissant, j'ai besoin du contraire de l'impuissance qui, si la langue française était plus simple, serait la puissance, qui est peut-être la capacité de changer les choses. Voilà pour les sentiments. Et après, derrière ces sentiments, justement, l'art, et Dieu sait si c'est pas facile, c'est d'aller essayer de trouver quel est le besoin qui crée ce sentiment. Alors les peurs, ça c'est facile, ça renvoie généralement à des besoins de sécurité. Par contre, les autres sentiments, il faut davantage aller chercher. Mais sachant que ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours un besoin ou des besoins à la racine de nos émotions et de nos sentiments, sachant aussi que les solutions aux situations relationnelles difficiles se trouvent au niveau des besoins, c'est une étape qui est absolument fondamentale. Et il faut voir que c'est différent de dire j'ai faim ou de dire j'ai besoin de nourriture. Lorsqu'on dit j'ai faim, quelque part on reste sur une sorte de constat d'échec, sur un constat de frustration. Par contre, lorsqu'on dit j'ai besoin de nourriture, on évoque le fait que ce qu'il y a lieu de chercher, c'est de la nourriture. Et quelque part, je pense que ça élargit notre inventivité, ça élargit la sphère de ce qu'il est possible d'aller chercher. Donc ça vaut la peine de faire ce travail, d'aller chercher les besoins de manière aussi précise que possible. C'est ça, en fait, c'est déjà chez nous, chez chaque individu, un manque d'habitude. C'est un manque d'habitude, c'est un manque d'éducation. Symétriquement, bien sûr, que ce soit, là on parlait de s'exprimer, mais c'est la même chose lorsqu'il s'agit d'écouter l'autre. Derrière ce qu'il me dit, et même s'il m'injurie, et même s'il me critique, qu'est-ce qu'il me dit de ses sentiments et quels peuvent être les besoins qui fondent ces sentiments. À moi de le vérifier avec lui, de lui dire est-ce que tu te sens comme ceci parce que tu aurais besoin de cela. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de nous retrouver de l'autre côté des infos dans quelques minutes. 1+1 égale nous. Sur LFM jusqu'à 10h30, la communication non violente, c'est le thème de ce jour. Christiane Chipola est son invité, Philippe Beck, médiateur, coach certifié et formateur d'adultes. Vos spécialisations, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, résolution non violente des conflits, sanctions éducatives, médiation, vous êtes coach évidemment, gestion également de situations violentes. Tout à l'heure, on avait pris conscience de nos besoins. Là, il est grand temps finalement de formuler, de verbaliser nos demandes. Oui, parce que si l'on en reste à exprimer nos sentiments et nos besoins, finalement l'interlocuteur il a deux possibilités, ou il s'en fiche ou il culpabilise. Et dans les deux cas, on va dire que c'est statique. Donc si on veut mettre ce système en mouvement, il y a lieu de lui proposer à notre interlocuteur ou de nous proposer à nous-mêmes, si on est dans la phase de l'auto-empathie, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on propose qui puisse faire déverrouiller le système, qui puisse faire avancer les choses, avancer le schmilblick comme on dit. Alors justement, un exemple concret ? Lorsque tu me parles comme ça, je me sens mal, je me sens humilié parce que j'ai vraiment besoin qu'on me parle avec respect. Bien,
Qu'est-ce que je peux demander après ? Alors, la prudence est de peut-être revenir à cette notion dont je parlais tout au début de lien. Lorsque j'ai balancé un pavé dans la mare de l'autre, j'ai peut-être mis en danger, voire abîmé le lien entre nous. Donc, peut-être le premier type de demande, c'est quelque chose du genre « Qu'est-ce que ça te fait que je te dise ça ?» ou « Comment t'entends ce que je t'ai dit ?» Donc, aller vérifier la solidité de ce lien entre nous. Et s'il est vérifié et que ça va, que l'autre a l'air de pouvoir entendre ce qu'on lui dit, alors on peut venir à ce qu'on appelle une demande stratégique, c'est-à-dire est-ce que tu serais d'accord, au moment de me parler, de te souvenir que je suis ton ami, ta femme, ton mari, ton fils, ton père, ou est-ce que tu serais d'accord de te souvenir que j'ai ce besoin de respect avec cette spécificité d'une demande, que ce n'est pas une exigence, qu'il y a toujours deux réponses possibles, c'est oui ou c'est non. Quand il y a refus, justement, comment ça se passe ? Lorsqu'il y a refus, il y a lieu à ce moment-là de communiquer à l'autre ce qu'on va faire pour prendre soin de nos besoins, sans lui, puisque lui ne veut pas y contribuer. Et c'est peut-être, puisque tu n'es pas d'accord de me parler avec davantage de respect, sache que moi je vais m'arranger pour limiter au strict minimum les occasions de communication entre nous. Après, évidemment que ça dépend. Si c'est votre conjoint, c'est pas la même chose si c'est votre collègue ou que si c'est un voisin de palier. Effectivement. Mais à nous de décider et d'informer, non pas de menacer, mais vraiment d'informer sur ce qu'on va faire si l'autre n'est pas d'accord. Je prends un autre exemple, ça m'est arrivé récemment, des gens qui bavardaient devant moi au cinéma, ça m'agace prodigieusement. Je leur dis, écoutez, quand vous bavardez, moi j'arrive plus à me concentrer sur le film, mais ça m'agace parce que j'aurais besoin de pouvoir plonger dans le film. Est-ce que vous seriez d'accord de cesser de bavarder ? Ils m'envoyaient sur les roues, je leur ai dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais bouger, mais je sens que je vais vous en vouloir un peu, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, en fait, la communication s'arrête immédiatement. Oui, Christiane. Je pourrais juste dire une chose, parfois, ça vaut la peine d'investiguer dans ces cas-là, quand il y a une proposition, d'investiguer plusieurs solutions. Et moi, des fois, je propose de proposer la plus mauvaise solution. Par exemple, je sais pas comment te parler, donc on va peut-être juste parler de la pluie, du beau temps, ou bien on va essayer d'autres choses. Et puis après, comme ça permet d'ouvrir en fait le panel. Et puis on se dit, aujourd'hui on va essayer cette solution-là, demain celle-là, etc. Ça permet de dédramatiser justement la solution. C'est vrai que notre société a l'art de croire que les problèmes ont une seule solution et de multiplier les possibles, de faire appel à la créativité. Là, je le vois aussi d'une manière plus vaste quand on parle de résolution de conflits. C'est toujours une chose très positive que de se forcer à la créativité. 1+1 égale nous. Émission intéressante aujourd'hui sur RNFM, durant encore quelques minutes jusqu'à 10h30, la communication non violente avec Christiane Chipola et son invité Philippe Beck. Alors tout à l'heure, nous parlions de situation de conflit, Philippe, mais en fait, quand la colère prend toute sa place, comment est-ce que, déjà d'une part, est-ce qu'on est capable de communiquer et comment résoudre justement cet état de colère pour être en phase avec les personnes en face de soi ? Oui, vous avez raison d'insister sur la colère, parce que c'est une émotion un peu particulière. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est triste, c'est une émotion où on reste avec nous-mêmes. Lorsqu'on est en colère, la tentation est forte de la projeter sur l'autre, de rendre l'autre coupable, si on veut. On est toujours fâché à cause de l'autre. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'évidemment, ça coupe la communication, ça coupe ce lien dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et c'est d'autant plus dangereux que très souvent, la colère est au fond une émotion de couverture. J'ai peur, je n'ai pas les moyens de fuir ou d'éviter la situation, donc je plaque une belle colère par-dessus pour m'obliger à l'action. Je suis triste, ça m'embête d'être triste, et donc je vais plaquer une colère. Donc la colère peut nous masquer à nous-mêmes la vérité de nos sentiments, et donc les vrais besoins qui fondent la situation. Et évidemment que l'expression un peu sauvage de la colère aura le même effet sur l'autre, qui ne verra que notre colère et peut-être sera... une énergie violente, dans la peur, etc. Et ne verra pas la vraie demande qu'il y a derrière. Donc moi, la proposition que je ferai vis-à-vis de la colère, c'est d'urgence commencer par faire le point avec soi-même. S'obliger au silence. Je sais, c'est terriblement difficile, mais moi, je suis moi-même un colérique. Et j'ai vraiment dû m'exercer. Vous savez, ces histoires, retourne 3 fois, 4 fois, 7 fois la langue dans ta bouche. J'ai toujours l'impression que ça marchait pas. Ce que j'ai fini par réaliser, c'est que les émotions ne montent pas d'un seul coup. C'est du pipeau, ça. On se fait croire que nos émotions explosent, ce qu'on appelle le caractère soupe au lait. Non, les émotions, elles montent progressivement. Et c'est uniquement faute d'attention à nos petites émotions qu'on les laisse devenir grandes jusqu'au point où on peut plus rien en faire. Donc, prenons conscience, de nouveau, soyons conscients le plus souvent, le plus régulièrement possible, comment nous nous sentons. Et lorsque nous sentons un petit bourgeon de colère,
Prenons soin de nous. Ça peut être juste aller aux toilettes 1 minute pour faire le point, pour souffler un grand coup. Ça peut être ouvrir la fenêtre. Ça peut être juste réfléchir à qu'est-ce qui se passe en moi. Mais éviter que cette colère nous entraîne ensuite dans une vague d'actions plus ou moins irréfléchies qui se conclut d'habitude par des remarques du genre « je me reconnaissais plus, je sais plus qui j'étais, j'ai vu rouge », qui montrent bien qu'on est dans une sorte d'état second. Oui, Christiane ? Moi, par rapport à la colère, parfois, j'essaye de faire une distinction entre ce à quoi je pourrais dire oui et ce à quoi je pourrais dire non. Et je trouve que la colère, c'est une manière aussi de s'affirmer, de dire non à des choses. Par contre, dès le moment où justement on risque de lier la colère avec une tristesse comme ça, on risque de partir dans une angoisse, dans quelque chose qui est violent. Et si on dit non, on est dans la puissance, tandis que si on est complètement débordé, on risque d'être vraiment dans l'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas grand-chose à la résolution de nos besoins. Et je trouve que c'est important parfois, même en dehors des conflits, de savoir si cette chose-là, j'adhère, je veux, vraiment, je dis oui, et savoir vraiment dire des vrais non, des vrais oui, pour se situer, se positionner. L'autre, il sait exactement où on en est, et ça vaut la peine. Mais bien sûr, avec un ton bienveillant et empathique, en tâchant justement de ne pas venir dans de l'exigence, dans du pouvoir, dans de l'imposition. Oui, si vous permettez, je vais juste ajouter qu'il y a un danger à demander aux gens de se calmer avant de parler, c'est que certaines personnes, ce n'est que dans l'énergie de la colère qu'ils arrivent à dire ce qui ne va pas, et que finalement, j'ai connu des gens qui se condamnaient au silence à force de vouloir d'abord se calmer. Et ça peut être extrêmement toxique, par exemple, dans une relation comme le couple qui... C'est ça, en fait, le sac se remplit, et lorsque le sac déborde, c'est là où on peut... Ça explose, mais trop fort. Ça explose, vraiment trop fort. En tout cas, moi j'ai envie d'inviter tout le monde à s'essayer à la communication non violente, c'est gai. Justement, mais alors, ok, conflit, colère, on essaie de se calmer, hein, mais comment se réconcilier, comment reconstruire un lien une fois un conflit magistral? Comment reconstruire le lien? Peut-être en faisant en faisant l'aveu de notre part d'impuissance ou de faiblesse ou de maladresse, disons, dans le problème, en invitant l'autre à reprendre. Mais j'ai toujours cette impression que tant qu'on n'est pas mort ni l'un ni l'autre, on peut toujours reprendre la communication, on peut toujours revenir dessus, dire je crois que je me suis mal exprimé, je crois que tu as peut-être dit des choses que tu pensais pas vraiment. On essaie de se boire un petit café, puis on reprend, ou un verre de fondant, et on reprend les choses calmement. Il faut oser, mais c'est toujours possible. Ce sera le mot de la fin. Philippe Beck, merci infiniment de votre présence. Merci à vous et merci de votre accueil au Valais, puisque vous avez mentionné que je viens d'un peu plus loin. Ouais, et puis on va se retrouver, en plus que vous allez revenir la semaine prochaine, le 25 février. Absolument. Exactement. Quel sera le thème, Christiane ? Alors, on sera sur la sanction. On avait parlé des limites il y a 2 semaines. Et là, on va parler de la sanction éducative. Alors, on se retrouve mercredi prochain dès 9h30. Merci, Christiane. Au revoir.